Ad 2. Excitation sensorielle interne subjective. En dépit de toutes les objections, on devra concéder qu'il est établi sans conteste le rôle d'excitateur du rêve que jouent pendant le sommeil les impressions sensorielles objectives. Et si ces stimuli, de par leur nature et leur fréquence, peuvent sembler insuffisants pour expliquer toutes les images de rêve, il est alors indiqué de rechercher des sources du rêve différentes, mais agissant de façon analogue. Or, je ne sais pas où est apparue en premier l'idée d'invoquer, à côté des stimuli sensoriels externes, les excitations internes subjectives dans les organes des sens. Mais c'est en fait ce qui se passe plus ou moins expressément dans toutes les présentations récentes de l'étiologie du rêve. Ouais. Donc, à situer le rapport du sujet face à son rapport de réaction, il peut situer dans la sensation ce qui peut dénumérer une certaine trace imagée de par la sensation située dans l'organe. À ce que je crois, dit Wundt, page 363, un rôle essentiel revient en outre dans les illusions du rêve à ces sensations visuelles et auditives subjectives que nous fait connaître l'état de veille comme chaos lumineux dans la partie obscure du champ visuel, comme tintement d'oreille, sifflement d'oreille, etc. Et parmi elles, notamment les excitations subjectives de la rétine. Ainsi s'explique dans la majorité des cas le curieux penchant du rêve à faire surgir par enchantement devant les yeux des objets semblables ou tout à fait concordants. Nous voyons étaler devant nous d'innombrables oiseaux, papillons, poissons, perles multicolores, fleurs, etc. Ici, la poussière lumineuse dans la partie obscure du champ visuel a pris une figure fantastique, et aux nombreux points lumineux qui constituent cette poussière, le rêve donne corps en autant d'images isolées qui, à cause de la mobilité du chaos lumineux, sont vues comme des objets en mouvement. Ici prend sans doute racine aussi le grand penchant du rêve pour les figures animales les plus variées, dont la richesse de forme épouse facilement la forme particulière des images lumineuses subjectives. Les excitations sensorielles subjectives, en tant que source des images de rêve, ont l'avantage évident de n'être pas, comme le sont les excitations objectives, dépendantes du hasard externe. Il se trouve, pour ainsi dire, à la disposition de l'explication chaque fois que celle-ci en a besoin, mais elle se trouve très loin derrière les stimuli sensoriels objectifs en ceci que, contrairement à ces derniers, elles ne se prêtent que difficilement ou pas du tout à la confirmation de leur rôle comme excitateur du rêve apporté par l'observation de l'expérimentation. La preuve principale en faveur du pouvoir excitateur du rêve dévolu aux excitations sensorielles subjectives est fournie par les hallucinations dites hypnagogiques qui ont été décrites par Joe Mueller comme phénomène visuel fantastique. Ce sont là des images souvent très vivantes, changeantes, qui s'installent habituellement à la période de l'endormissement chez beaucoup de gens de façon tout à fait régulière et qui, même une fois les yeux ouverts, peuvent subsister un temps. Maury, qui était sujet à un très haut degré, leur apporter un intérêt approfondi et à affirmer leur corrélation, voire leur identité, avec les images de rêve, comme d'ailleurs déjà John Mueller, pour qu'elles apparaissent, dit Maury,
Une certaine passivité animique est requise. Un relâchement de l'effort d'attention, page 59 SQ. Mais il suffit que l'on tombe pour une seconde dans une telle léthargie pour voir, si l'on y est par ailleurs disposé, une hallucination hypnagogique, après laquelle on se réveille peut-être de nouveau, jusqu'à ce que le jeu, plusieurs fois répété, finisse avec l'endormissement. Si on se réveille, ensuite, après un temps pas trop long, on réussit souvent, selon Maury, à mettre en évidence dans le rêve ces mêmes images qui flottaient devant vos yeux en tant qu'hallucination hypnagogique avec l'endormissement. Page 134. C'est ce qui arriva une fois à Maury avec une série de figures grotesques à la mine grimaçante et à la coiffure bizarre qui l'importunait avec une incroyable insistance dans la période de l'endormissement et dont, avec le réveil, il se souvint avoir rêvé. Une autre fois, alors qu'il souffrait justement d'un sentiment de faim parce qu'il s'était imposé un régime rigoureux, il vit hypnagogiquement un plat et une main armée d'une fourchette qui prenait un peu de ce qu'il y avait à manger dans le plat. Dans le rêve, il se trouvait à une table richement garnie et entendait le bruit que les mangeurs faisaient avec leurs fourchettes. Une autre fois, alors qu'il s'endormait avec des yeux irrités et douloureux, il eut l'hallucination hypnagogique de signes microscopiques qu'il lui fallait, avec un grand effort, déchiffrer un à un. Tiré du sommeil au bout d'une heure, il se souvint d'un rêve dans lequel apparaissait un livre ouvert, imprimé avec de très petites lettres qu'il lui avait fallu, à grande peine, lire de bout en bout. Tout à fait comme ces images, des hallucinations auditives, de mots, noms, etc., peuvent aussi survenir hypnagogiquement et se répéter ensuite dans le rêve, en quelque sorte comme une ouverture qui annonce les leitmotivs de l'opéra dont elle est le début. Ces mêmes voies, parcourues par Joe Mueller et Maury, sont suivies par un observateur plus récent des hallucinations hypnagogiques, G. Trumbullard. À force de pratique, celui-ci en arriva, 2 à 5 minutes après l'endormissement progressif, à pouvoir s'arracher brusquement au sommeil sans ouvrir les yeux. Il eut alors l'occasion de comparer les sensations rétiniennes, sur le point de s'évanouir avec les images de rêves survivants dans le souvenir. Il assure que chaque fois pouvait être reconnue une relation intime entre les deux, à savoir que les points et lignes lumineux de la lumière endogène de la rétine apportaient en quelque sorte le dessin du contour, le schéma pour les figures de rêve perçues psychiquement. Un rêve où, par exemple, il voyait distinctement devant lui des lignes imprimées, qu'il lisait et étudiait, correspondaient à un ordonnancement des points lumineux dans la rétine et lignes parallèles, pour le dire avec ces mots, la page clairement imprimée qu'il avait dans le rêve se résolvait en un objet qui, à sa perception éveillée, apparaissait comme un morceau d'une feuille imprimée réelle qu'on regarde à travers un petit trou dans un morceau de papier d'une distance bien trop grande pour discerner quelque chose. Là, pense, sans d'ailleurs sous-estimer la partie centrale du phénomène, qui n'est guère de rêve visuel se déroulant en nous, qui ne s'étayant sur le matériel d'excitation interne de la rétine. Cela vaut en particulier pour les rêves survenant peu après l'endormissement dans une chambre obscure, que pour les rêves survenant le matin. À l'approche du réveil, c'est la lumière objective, pénétrant dans l'œil dans une chambre éclairée qui fournirait la source de stimulus, le caractère changeant, capable de modification infinie de l'excitation de la lumière endogène correspondant exactement au défilé incessant d'images que nos rêves nous proposent. Si l'on tient pour significatives les observations de Ladd, on ne pourra pas évaluer la fécondité de cette source de stimulus subjectif pour le rêve, car ce sont des images visuelles qui, on le sait, forment le principal constituant de nos rêves.
La contribution d'autres domaines sensoriels, celui de Louis, excepté, est moindre et inconstante.